L'esclave idéal est celui qui ne voit pas ses chaînes et qui sert son maître de plein gré. Toute personne familiarisée avec l'énergie sans combustible peut immédiatement se poser la question suivante. Y aura-t-il un plan? Il y a deux réponses à cette question. Commençons par la première. Il n'y aura pas de plan, mais un principe directeur. Quant à la deuxième réponse, est qu'un certain nombre d'entreprises de différents pays ont obtenu des licences pour produire des générateurs au graphène sans combustible, destinés à l'alimentation des foyers et des petites entreprises. Des usines de production à grande échelle de ces générateurs sont actuellement en cours de construction et devraient être opérationnelles d'ici 2026. Toutefois, une question reste en suspens. Aurons-nous, en tant qu'humanité, le courage et la sagesse de défendre notre droit à la vie, au milieu de l'escalade des catastrophes et de surmonter la menace interne? À l'heure actuelle, cette menace interne, alimentée par des organisations antisectes, prévoit de créer le chaos dans le monde entier, dans le but d'éliminer une partie importante de la population de la planète. Il ne tient qu'à nous de rester silencieux et de périr, ou de commencer à parler pour survivre. Nous avons toutes les possibilités pour cela. L'année 2026 s'annonce révolutionnaire, non seulement en raison de l'introduction massive de générateurs sans combustible, mais aussi parce qu'il est impossible de survivre sans eux. En effet, le 21 décembre 2024, notre planète entrera dans une phase active d'un cycle climatique de 24 000 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y aura des secousses et des effondrements, des inondations d'eau et de lave, des vagues de froid sans précédent, et des vents de la force d'un ouragan qui balayeront toute la planète. Ce cycle pourrait être le dernier pour tous les habitants de la planète. Tant que nous avons la possibilité d'arrêter la destruction de la planète, il est urgent d'agir. Les infrastructures énergétiques seront les premières à souffrir des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que l'énergie pour nous aujourd'hui? Pour nous, l'énergie est la capacité de la civilisation à exister. Une grande partie de notre planète est inhabitable sans énergie supplémentaire. Cela signifie que tant que les catastrophes s'intensifieront, cette capacité diminuera. Alors que le nombre de catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter, une part croissante de la population est confrontée à des pénuries d'énergie. Quand il n'y a pas d'énergie, les villes meurent, les industries s'arrêtent et la science disparaît. À un moment donné, nous manquerons de ressources pour restaurer les infrastructures énergétiques et les réseaux de distribution. Un modèle mathématique indique que cela se produira aux alentours de 2030. Cette évolution est particulièrement dangereuse pour les énergies vertes, qui dépendent d'un équilibrage rapide. Les énergies vertes seront les premières à souffrir des catastrophes naturelles. Sans énergie, les villes, les industries et la science périront. Dans un tel scénario, nous ne pourrons plus résister aux forces de la nature. Mais les cataclysmes ne détruisent pas seulement les systèmes énergétiques. D'autres secteurs sont déjà menacés. L'agriculture, l'industrie, l'habitat et les infrastructures de transport. La cause de ces cataclysmes est le flux d'énergie qui se dirige vers le noyau de la planète depuis l'espace. Il s'agit d'un phénomène cyclique qui se produit tous les 12 000 ans. Le flux devient particulièrement puissant tous les 24 000 ans.
Le cycle dans lequel nous entrons actuellement est un cycle majeur qui se produit une fois tous les 24 000 ans. Le fait que notre planète soit aujourd'hui en vie indique qu'elle a traversé de nombreuses périodes de cataclysmes, petits et grands. Aujourd'hui, la situation a changé. Lors des cycles précédents, l'excès de chaleur dégagé par le noyau terrestre était dissipé dans l'espace par l'océan. Nous avons détruit notre principal climatiseur. Aujourd'hui, des milliers de rivières à travers le monde transportent des millions de tonnes de plastique dans l'océan. Qu'est-ce que cela a entraîné? La colonne d'eau de l'océan est saturée de micro- et nanoplastiques, ce qui réduit considérablement sa conductivité thermique. Par conséquent, moins de chaleur est libérée dans l'espace et la température de l'océan augmente. Cela entraîne une augmentation de l'évaporation qui retombe sur les terres sous forme de tempêtes de pluie et de neige d'une puissance sans précédent, ainsi que de grêlons de grande taille, jamais vus auparavant. Les inondations massives que nous observons partout dans le monde sont une conséquence de la pollution des océans. Le climat a une nature cyclique. Il a toujours changé en raison de causes naturelles, mais à certaines périodes, ces changements deviennent catastrophiques. Ces périodes sont des périodes de 12 et de 24 000 ans. Actuellement, les planètes du système solaire sont entrées dans la phase active du cycle de 24 000 ans. La question qui se pose alors est la suivante. Quelles sont les causes de cette cyclicité? Lorsque la Terre tourne avec le système solaire, dans la galaxie, elle rencontre périodiquement ses bras spiraux. Au cours de ce processus, le système interagit avec les ondes de choc galactiques qui affectent la planète sous la forme de radiation cosmique. Les ondes de choc galactiques sont donc responsables des périodes critiques de l'évolution de notre planète. Toutes les planètes et leurs lunes dans le système solaire sont soumises aux effets des ondes de choc galactiques et ces effets sont plus prononcés lorsqu'elles passent par ces points clés. Le premier impact est dirigé vers les noyaux planétaires, provoquant des changements dans leur champ magnétique et, par conséquent, dans les processus internes de la planète, ce qui affecte à son tour la dynamique du système climatique dans son ensemble. Les excursions du noyau de la planète, en particulier de la planète Terre, entraînent une intensification des mouvements ascendants du magma, qui provoque à leur tour le réchauffement des couches supérieures de la géosphère. Ce réchauffement entraîne la fonte des glaciers dans les zones géographiques où les couches verticales de la croûte continentale et océanique sont les plus fines. Les mouvements verticaux de magma entraînent une augmentation significative de l'activité sismique, tant sur Terre que dans les volcans océaniques profonds. Le plus grand danger lié à l'augmentation de l'activité sismique provient des supervolcans, dont les éruptions peuvent avoir des conséquences catastrophiques, pouvant conduire à l'extinction de tous les êtres vivants. Que peut faire l'humanité face aux catastrophes naturelles mondiales? Il est clair que les défis mondiaux exigent une réponse mondiale à l'échelle de la planète. Évaluons les tâches urgentes liées à l'énergie, auxquelles nous devons nous atteler dans les années à venir pour assurer notre survie. Tout d'abord, nous devons déplacer des milliards de personnes des zones dangereuses vers de nouvelles villes. Ces nouvelles villes doivent être construites. Il faut leur fournir tout ce qui est nécessaire, en premier lieu l'énergie, l'eau et la nourriture. Parallèlement, la science doit concevoir et l'industrie doit créer un parapluie spatial qui protège la Terre des radiations dirigées vers le cœur de notre planète. Nous devons immédiatement commencer à nettoyer les océans et à dégazer les volcans. Pensez à la quantité d'énergie nécessaire pour mener à bien ces projets.
Le défi énergétique sera particulièrement important dans les nouvelles zones inhabitées, où les lignes électriques n'ont pas encore été installées. N'oublions pas que nous perdons environ 30% de l'énergie lors de la transmission. Une question se pose donc. Pouvons-nous supporter le grand cycle climatique tout en conservant nos méthodes actuelles de production d'énergie? Il est important de rappeler que la construction des nouvelles villes se fera dans un contexte d'escalade des catastrophes naturelles qui détruisent les capacités scientifiques et industrielles. En d'autres termes, nous avons besoin d'une réserve d'énergie importante pour assurer notre résilience. Aujourd'hui encore, alors que le climat n'est pas encore entré dans sa phase destructrice, nous vivons dans des conditions de pénurie constante d'énergie et nous sommes obligés de payer pour cela. En fait, nous devons payer pour pouvoir exister. Les outils de cette mainmise économique sont les hydrocarbures, l'énergie nucléaire et l'énergie hydroélectrique. Dans les années à venir, nous aurons besoin de beaucoup plus d'énergie que celle qui est produite actuellement. Alors que les désastres gagnent en ampleur de jour en jour, des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la survie de l'humanité. Des milliards de personnes doivent être déplacées des zones de faille des plaques tectoniques, ainsi que d'autres zones où leur vie est menacée. De nouvelles villes doivent être construites dans des lieux plus sûrs pour permettre cette réinstallation. Le coût de la construction d'une ville sûre, pour 9 millions de personnes, peut être estimé à l'aide de l'exemple du projet de ville linéaire arabe. Le coût d'une telle ville est estimé à environ 1 000 milliards de dollars. Les pays de la péninsule arabique seront parmi les premiers à devoir relocaliser leur population, suivis par la Chine. La relocalisation de 100 millions de personnes nécessiterait 11 villes de ce type, pour un coût de 11 000 milliards de dollars. Cependant, le nombre de personnes à relocaliser n'est pas seulement de 100 millions, mais bien plus. Dans les années à venir, cela sera nécessaire non seulement pour la Chine et les pays de la péninsule arabique, mais aussi pour l'Italie, les États-Unis, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni. Cela porte le coût total de la construction à plusieurs dizaines de milliers de milliards. La mise en œuvre de projets d'une telle ampleur dans de nouveaux lieux nécessitera une énergie considérable. Il est essentiel de mettre en place une production alimentaire à grande échelle et de développer de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les villes nouvellement construites, dans le contexte d'une diminution rapide des terres arables. Pour produire des aliments dans des conditions climatiques défavorables, nous devons entreprendre la construction massive de fermes verticales. La principale ressource consommée par les fermes verticales est l'électricité. Il est crucial d'organiser la production de masse et le déploiement mondial de générateurs d'eau atmosphérique pour restaurer les fonctions de régulation thermique des océans. Chaque unité qui génère de l'eau à partir de l'air consomme une quantité importante d'électricité et nous aurons besoin de milliards d'unités. Pour restaurer les écosystèmes de la planète, il est nécessaire de transférer toute la consommation d'eau de l'humanité, y compris l'utilisation industrielle et agricole, vers ces générateurs d'eau atmosphérique. Parallèlement au déplacement des populations des zones dangereuses, il est essentiel de dégazer les supervolcans. Le dégazage peut préserver un volcan pendant de nombreuses années. Nous devons également soulager les plaques tectoniques afin d'éviter les tremblements de terre destructeurs. Les technologies de dégazage et de soulagement des plaques ont été développées. Cependant, dans le format actuel de la société, leur mise en œuvre est impossible, car elles affectent toute la surface de la planète, c'est-à-dire tous les pays. Le principal problème de notre époque est le rayonnement d'origine inconnue.
Ce rayonnement émane des profondeurs de l'espace et chauffe activement le cœur des planètes du système solaire, dont la Terre. Les instruments modernes sont incapables de détecter ces radiations. Si nous voulons nous sauver et sauver la planète, nous devons étudier ces rayonnements dans les années à venir et développer des technologies de protection contre ces derniers. Toutes ces mesures sont absolument nécessaires pour préserver la vie sur Terre pendant le pic du grand cycle climatique. La mise en œuvre de ces mesures est impossible dans le cadre du modèle économique existant. Si nous voulons survivre, l'humanité doit s'unir. Nous sommes en effet confrontés à des tâches monumentales. Pour y faire face, il faudra augmenter massivement la production d'énergie par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Comment parviendrons-nous à cette croissance? Manifestement, pas avec cela. Alors comment? C'est une bonne question. Pour y répondre, nous avons conçu ce film. Peut-être que les technologies de stabilisation du climat ont fait sourire certains d'entre vous. Comment pourrions-nous influencer les plaques continentales ou les volcans? Éloignons-nous brièvement du sujet principal de notre émission et parlons de ces technologies. Ce sera utile. Aujourd'hui, nous disposons déjà des connaissances et des capacités nécessaires pour prévenir les éruptions catastrophiques des supervolcans qui pourraient entraîner l'extinction de l'humanité. Une éruption volcanique se produit lorsque le magma monte et que la pression augmente dans le conduit du volcan. Lorsqu'il atteint la surface, le magma jaillit. Au cours d'une éruption, seule une partie du magma accumulé est libérée, tandis que le magma restant subit un processus de compensation naturelle, caractérisé par une série de tremblements de terre stabilisateurs de magnitude variable, qui contribuent finalement à empêcher le magma de s'échapper. Toutefois, ce mécanisme de compensation naturelle n'est pas applicable dans le cas des supervolcans. En cas d'éruption puissante d'un supervolcan, la croûte terrestre ne peut pas le contenir grâce au mouvement des plaques tectoniques. Au lieu de cela, la plaque fond et se brise. Une fois la plaque fondue, le magma, sous une pression immense, commence à s'écouler directement de la chambre magmatique. La situation est d'autant plus complexe que les calderas des supervolcans sont reliées entre elles par des rivières géantes de magma qui coulent en dessous d'elles. Le magma de ces rivières est soumis à une pression énorme et circule en permanence. Cette rivière en fusion érode les plaques continentales, créant continuellement des voies d'ascension. Lorsque le magma d'une énorme chambre magmatique, située sous un supervolcan, remonte et ouvre une brèche dans une plaque tectonique, cela signifie qu'une éruption est imminente. Pour éviter cette catastrophe, il est nécessaire de procéder à un dégazage, c'est-à-dire à une diminution de la pression dans la chambre. Pour relâcher la pression dans la chambre magmatique, il faut percer un trou et libérer l'excès de magma vers l'extérieur. Cependant, si cela est fait dans la même caldeira, au lieu de la stabiliser, nous activerons ce supervolcan. L'excès de pression ouvrira un nouveau canal et déclenchera une éruption. Le résultat d'un tel dégazage serait catastrophique pour la planète et toutes les formes de vie qu'elle abrite. C'est pourquoi le forage doit être effectué à un autre endroit. Cet endroit peut être identifié à l'aide de satellites et de l'imagerie thermique. À cet endroit, nous devrons libérer une quantité importante de lave à la surface. Par conséquent, les bulles qui se forment sous les supervolcans sont soulagées, ce qui réduit la pression à l'intérieur de ces bulles. Le magma refroidi agira comme un bouchon, scellant les conduits volcaniques pour des milliers d'années. Pour atténuer les effets d'un tremblement de terre majeur, il est nécessaire, avant tout, de comprendre où il se produira, et ensuite, de manipuler la croûte terrestre. Si le second aspect est plus ou moins clair,
Puisque diverses méthodes d'influence sur la croûte terrestre sont connues de la science depuis les années 1970, les scientifiques n'ont pas encore appris à faire face à la première partie de la tâche, malgré les nombreux instituts qui travaillent sur cette question. Le problème réside dans le fait que pour réussir à prévenir un tremblement de terre, il est nécessaire de connaître l'imminence de la catastrophe 6 mois à l'avance, ou au moins 3 mois avant. Des scientifiques de l'Institut de physique nucléaire de l'Académie polonaise des sciences ont découvert que d'étranges fluctuations du rayonnement cosmique de fond précèdent les forts tremblements de terre. Pour leurs recherches, ils ont utilisé les données du projet CREDO, un observatoire des rayons cosmiques extrêmement distribués, créé en 2016. Le projet recueille des informations sur les rayons cosmiques, non seulement à partir d'instruments scientifiques sophistiqués, mais aussi à partir de nombreux téléphones portables appartenant aux participants au projet. Ils ont analysé les données d'intensité des rayons cosmiques provenant de 2 détecteurs du réseau mondial. Celle du Neutron Monitor Database, NMDB, située à Troitske en Finlande, ainsi que celle de l'Observatoire Pierre-Auger en Argentine. Ces installations sont situées de part et d'autre de l'équateur et utilisent des méthodes d'enregistrement différentes. Les scientifiques ont identifié une corrélation claire entre l'intensité du rayonnement cosmique secondaire et la fréquence des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4. Des anomalies dans les rayons cosmiques ont été détectées environ 15 jours avant le début de l'activité sismique. L'idée d'un lien entre les tremblements de terre et le rayonnement cosmique provenant du Soleil et de l'espace lointain repose sur une base physique logique. Les courants tourbillonnaires générés dans le noyau fondu de la Terre créent le champ magnétique qui entoure notre planète. Ce champ dévie les particules chargées des rayons cosmiques qui se dirigent vers la Terre. Par conséquent, si les puissants tremblements de terre sont liés au mouvement de la matière dans le noyau de la Terre, les changements dans ce mouvement devraient affecter le champ magnétique et, par conséquent, le nombre de particules cosmiques atteignant la Terre. Les anomalies dans le comportement des rayons cosmiques servent donc d'indicateurs secondaires. L'indicateur primaire est constitué par les réactions nucléaires associées aux courants dans le noyau externe, qui se produisent dans le manteau de notre planète. Toute réaction nucléaire s'accompagne de la libération de quantités importantes de neutrinos endogènes. Elles serviront d'indicateurs primaires actuellement observables d'un tremblement de terre. De puissants flux de neutrinos endogènes se forment dans les zones où les plaques lithosphériques sont le plus étroitement connectées, environ un mois avant qu'une catastrophe naturelle ne se produise. Le flux de neutrinos, qui émerge des profondeurs de la Terre, interagit avec le champ électromagnétique terrestre au-dessus de la zone du tremblement de terre imminent, perturbant ces lignes de champ et transformant le champ en une structure en forme de tamis. Les trous créés dans le champ électromagnétique créent des conditions permettant au rayonnement cosmique de pénétrer la surface de la Terre. Ce processus a été confirmé par des scientifiques polonais. Comment détecter les flux de neutrinos endogènes? Certains groupes de recherche utilisent déjà des détecteurs portables à cette fin. Il s'agit d'un générateur sans combustible qui utilise le graphène pour convertir l'énergie cinétique des particules en énergie électrique. Une augmentation de sa puissance indiquerait une augmentation du flux de particules. En d'autres termes, ces GSC pourraient servir de capteurs de neutrinos endogènes. Si de tels dispositifs sont placés autour du globe, il sera possible de recevoir des informations en temps réel sur le lieu et le moment où un tremblement de terre se produira. Pour l'éviter, il faudra réduire la tension des plaques tectoniques. Cela peut se faire par le biais d'une explosion contrôlée à grande profondeur. Une telle explosion relâchera suffisamment les plaques pour atténuer les tensions qui s'exercent en leur sein. Par conséquent, au lieu d'un fort tremblement de terre d'une magnitude de 7 à 8, nous aurions plusieurs petits tremblements de terre d'une magnitude de 2 à 2,5. Lors d'un tel tremblement de terre, tous les bâtiments resteraient intacts et les gens ne le remarqueraient même pas. Ainsi, nous connaissons déjà 2 technologies pour prévenir les cataclysmes. Parlons maintenant de la troisième, et peut-être de la plus importante des technologies de stabilisation. Celle qui redonnera vie au principal climatiseur de notre planète, l'océan. Nous devons également éliminer de l'atmosphère le gaz à effet de serre le plus important, la vapeur d'eau. Cette technologie nécessitera une énorme quantité d'électricité,
en tout point de la planète. Pourquoi? Nous devrons cesser complètement d'extraire l'eau des sources naturelles et passer à l'utilisation de l'eau que nous condensons de l'atmosphère. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'électricité, de beaucoup d'électricité. Ces dernières années, la température des océans a augmenté de façon anormale. En raison de facteurs externes, le cœur de la planète se réchauffe. Mais la chaleur ne s'échappe pas dans l'espace, comme c'était le cas lors des cycles climatiques précédents. Actuellement, toute la masse d'eau des océans est imprégnée de micro- et de nanoplastiques. Cette couverture plastique empêche la chaleur de se dissiper de l'intérieur de la Terre vers l'espace. En conséquence, la température et l'humidité de l'atmosphère augmentent. Dans une atmosphère chaude et humide, les tornades, les typhons et les autres phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Tant qu'une technologie de protection contre les influences externes n'aura pas été mise au point, le réchauffement des océans et toutes ses conséquences continueront à s'accélérer rapidement. Il est essentiel d'éliminer au plus vite les micros et les nanoplastiques des eaux des océans du monde entier. Cela permettra de restaurer l'écosystème de la planète et de laisser la chaleur s'échapper librement dans l'espace. Mais comment y parvenir? En filtrant l'océan. En raison de l'intensification de l'évaporation causée par le réchauffement du noyau de la planète, les microplastiques et d'autres polluants s'élèvent dans l'atmosphère. Si nous cessons d'extraire l'eau des rivières, des lacs, ainsi que des puits artésiens, et que nous remplaçons toute la consommation par la condensation de l'air, le processus d'évaporation s'en trouvera renforcé, car l'atmosphère s'asséchera continuellement. Par conséquent, de plus en plus de matières plastiques seront emportées dans l'air avec la vapeur d'eau, et seront ensuite collectées par des unités de condensation. Dans ces unités de condensation, l'eau sera filtrée et renvoyée dans les océans du monde entier, débarrassée de ces impuretés insolubles. Les condenseurs d'humidité agiront donc comme des filtres artificiels dans le cycle planétaire de l'eau. Après plusieurs années d'utilisation active de cette technologie, les océans seront nettoyés et ils pourront à nouveau refroidir le cœur de la planète. L'atmosphère se refroidira et deviendra moins humide, ce qui réduira l'intensité des ouragans et des tempêtes, ainsi que la fréquence des précipitations extrêmes. La fréquence et le pouvoir destructeur des tremblements de terre et des volcans diminueront également. Cela permettra de sauver des millions de vies et d'éviter des dommages se chiffrant en milliards de dollars. La condition essentielle pour que ce mécanisme fonctionne est la transition complète de l'agriculture, de l'industrie et de l'ensemble de la population vers l'utilisation de générateurs d'eau atmosphérique. Pour accomplir cette tâche monumentale, nous devons fabriquer ces unités en quantité suffisante et leur fournir de l'énergie. L'infrastructure énergétique existante peut-elle relever un tel défi? Faisons le calcul. La consommation quotidienne moyenne d'eau par personne est d'environ 200 litres. Un générateur atmosphérique consomme environ 0,2 kWh pour produire 1 litre d'eau. Cela signifie que pour produire suffisamment d'eau pour 8 milliards de personnes, nous aurions besoin de 304 milliards de kWh d'énergie par jour pour la consommation domestique, ce qui ne représente que 8% de la consommation totale d'eau. Pour satisfaire à 100% les besoins en eau de l'humanité, il faudrait 3,8 000 millions de kWh d'énergie par jour. À titre de comparaison, la consommation totale d'électricité des États-Unis en 2022 était de 4,082 000 millions de kWh. Cela signifie que nous devons multiplier la production d'énergie par au moins 300 dans les années à venir. Mais nous ne pourrons pas construire autant de centrales nucléaires à temps. Cela signifie-t-il que nous devrons compter sur les sources d'hydrocarbures pour répondre à la demande? Si nous suivons cette voie, au lieu de sauver notre planète, nous finirons par la détruire. Des millions de tonnes d'eau, s'évaporant de l'océan surchauffé, commencent à tomber en grande quantité. Cependant, les précipitations se produisent de manière sélective, généralement dans les zones densément peuplées. On peut se demander pourquoi il en est ainsi.
Qui veut nous faire disparaître de la surface de la Terre? La réponse est simple. C'est nous. Nous avons enveloppé le monde de fils électriques, et nous avons d'innombrables sources de rayonnement électromagnétique. Et où sont-elles le plus concentrées? Dans les villes. Par conséquent, l'humidité a tendance à tomber davantage dans les zones habitées. Malheureusement, ce phénomène va se poursuivre et s'intensifier. Nous ne pouvons pas y échapper. Nombreux sont ceux qui suggèrent d'alimenter les générateurs d'eau atmosphérique en énergie par le biais de ce que l'on appelle les sources d'énergie verte. Examinons l'efficacité de ces sources d'énergie aujourd'hui et en période de désastre. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que le programme vert, qui a débuté de manière si attrayante il y a 20 ans, avec les panneaux solaires et les éoliennes, est confronté à un échec total. Nous assistons aujourd'hui au processus inverse, à l'effondrement de la confiance dans les sources d'énergie dites renouvelables. L'énergie éolienne et solaire est trop instable pour répondre aux besoins énergétiques de nombreux pays européens, et pas seulement. La question urgente de la modernisation d'équipements qui vieillissent rapidement est déjà évidente. Les vieilles éoliennes sont coûteuses à entretenir et coûteuses à démanteler pour être éliminées. La possibilité même de leur recyclage étant très discutable. Il en va de même pour les panneaux solaires. Sans parler des changements climatiques rapides qui se manifestent par de la grêle, des vents violents et d'autres désastres qui les détruisent purement et simplement. Il devient presque impossible de cacher que l'énergie verte est une escroquerie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Qu'allons-nous faire maintenant? Revenir aux combustibles fossiles? Investir dans l'extraction et le développement de nouveaux gisements de charbon et de pétrole? La restauration des océans nécessitera des milliards d'installations électriques pour condenser l'humidité. Où trouverons-nous l'énergie nécessaire? Comment alimenter les nouvelles villes en électricité si les catastrophes détruisent les réseaux électriques, les éoliennes et les panneaux solaires? La construction d'une centrale nucléaire prend au moins 5 ans, sans compter la conception et les autorisations. Nous n'aurons tout simplement pas assez de temps. L'énergie verte ne sera d'aucune aide, elle sera la première à souffrir des catastrophes naturelles. Aucun pays ne peut relever seul cet ensemble de défis. Il est clair que la Terre doit devenir un foyer unifié pour toute l'humanité. Pour mettre en œuvre les mesures nécessaires, nous devons supprimer les barrières entre les pays et les peuples. Nous devons établir une économie, un centre scientifique et un service de secours, planifié et unifié. Et surtout, nous avons besoin d'une énergie illimitée, partout sur la planète, et sans fil. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec la physique et qui abordent pour la première fois le sujet des sources d'énergie illimitées pourraient rétorquer qu'une telle chose est impossible. Une machine à mouvement perpétuel est impossible. Elle viole la deuxième loi de la thermodynamique pour les systèmes fermés, qui stipule que l'entropie augmente. Vous avez raison, une machine à mouvement perpétuel est en effet impossible, car rien n'est éternel dans ce monde temporel. Tout a une fin, y compris l'univers lui-même. Cependant, les moteurs qui ne nécessitent pas d'apport d'énergie externe existent. Ils existent depuis longtemps. Disons qu'ils ont toujours existé, sans violer les lois de la physique. La deuxième loi de la thermodynamique est valable pour les systèmes fermés. Mais qu'est-ce que notre univers? Qu'est-ce qui remplit l'espace vide? Le vide existe-t-il vraiment, là où il n'y a rien? Les moteurs qui fonctionnent sans apport d'énergie utilisent les propriétés de l'espace, qui est un tout unifié dans l'univers. Il n'y a donc pas de violation. Le système n'est pas fermé. La question est simplement de savoir comment exciter cet espace pour qu'il commence à libérer de l'énergie
et comment l'extraire par la suite. C'est ce qui distingue les différents types de générateurs sans combustible, ou GSC. La communauté chrétienne de Maternita, située à Linden, en Suisse, produit gratuitement son propre courant depuis les années 1980. Cela est possible grâce aux appareils Testatica, conçus par Paul Baumann, qui produisent de l'électricité pour les habitants de la communauté. La puissance totale des installations est de 740 kW. À première vue, l'appareil semble être une version avancée de la célèbre machine électrophorique. Le design contient également des aimants permanents en fer à cheval, des condensateurs et des modules de diodes spéciaux. L'efficacité de la Testatica dépend du matériau et de la taille de ses disques. Plus les disques sont grands et plus ils tournent vite, plus l'énergie produite est importante. Une étude approfondie de ce dispositif a été menée par le brillant physicien d'origine bulgare, Stefan Marinov, fondateur et directeur de l'Institut de physique fondamentale de Graz, en Autriche, et fondateur et éditeur de la revue Deutsche Physik. Dans une lettre ouverte au président de l'Allemagne, Deutsche Physik, numéro 7, il a écrit: En mars 1989, j'ai testé 2 machines Testatica. Il ne fait aucun doute que la Testatica est un perpétuum mobile qui de plus délivre une grande quantité d'énergie libre par rapport à sa taille et à son poids. C'est à cette machine que j'ai dédié le 5e volume de ma série, The Thorny Way of Truth. Pendant la grande renaissance spirituelle de l'Union soviétique, la communauté a soutenu ma proposition de montrer la machine à mon ami, l'académicien Sakharov, puis de la présenter lors de son discours à la télévision de Moscou. Cependant, Sakharov est décédé pendant l'organisation de cette action. Dans sa lettre au président, M. Marinov souligne 10 points qui démontrent la fausseté des postulats de la physique moderne. Il demande l'abandon de toutes les poursuites à l'encontre de la société Becocraft, qui était engagée dans la production de GSC sur la base de son projet. Il demande un procès public, dans lequel il agira en tant qu'avocat. Grâce à cette science frauduleuse, des entreprises, des instituts de recherche et des universités puisent des milliards de marks dans les poches des contribuables allemands, sans même leur demander leur consentement. Au cours du procès, j'accuserai tous ces grands fraudeurs et j'exigerai les sanctions les plus sévères pour leurs crimes, car leurs sources d'énergie détruisent le monde entier. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, Stefan Marinov promet de s'immoler par le feu sur les marches du bureau du procureur de Cologne. Stefan Marinov a construit une petite maquette de la Testatica et il s'apprêtait à en révéler le principe de fonctionnement au monde entier en lançant son propre moteur, Venetin Kolyu, par l'intermédiaire de la société Becocraft. Il n'a cependant pas pu mener à bien ses recherches. Le 15 juillet 1997, le professeur Marinov meurt tragiquement. Selon une version, il aurait été jeté d'une fenêtre de la bibliothèque universitaire par des inconnus. La cavitation est un processus physique qui crée des bulles de vapeur dans des milieux liquides qui s'effondrent ensuite et libèrent une quantité importante d'énergie thermique. Les appareils qui utilisent le principe de la cavitation pour produire de l'énergie sont appelés générateurs de chaleur à cavitation. Le principal composant des générateurs de ce type est le cavitateur. L'effondrement des bulles se produit dans le cavitateur en raison de la réduction de la pression partielle associée à la vitesse de rotation élevée de l'eau, comme on le voit derrière l'hélice d'un navire ou lorsqu'une pompe centrifuge est mise en marche.
Sous l'influence de la pression variable du liquide, sur des zones spécifiques des pales, les bulles s'effondrent, ce qui entraîne de nombreux petits chocs hydrauliques ou micro-explosions. Ce processus s'accompagne d'un bruit, d'une libération d'énergie et d'une augmentation de la température du gaz comprimé à l'intérieur jusqu'à 1000 degrés Celsius. Au contact des bulles, le métal des pales subit des dommages microscopiques. Au fil du temps, les surfaces des pales et d'autres parties de l'hélice ou de la turbine du navire subissent des dommages structurels qui se traduisent par des cavités profondes, voire des perforations. Il est à noter que la quantité d'énergie libérée au cours de ce processus ne peut être expliquée uniquement par un impact mécanique. Lors d'expériences menées par Alexander Shishkin, un rayonnement de nature inconnue a été découvert autour des générateurs de cavitation. Ce rayonnement a été qualifié d'étrange. Il a été détecté dans différents types d'installations et sur différents matériaux. Le point commun de ces expériences est la formation de plasma, qui se produit en raison de la concentration d'énergie dans un volume microscopique. Alexander Shishkin est né le 9 novembre 1948 dans la ville de Luza, dans la région de Kirov. Il est diplômé de l'Institut d'ingénierie et de physique de Moscou. À partir de mars 1972, il travaille au département de la sûreté et du contrôle des radiations de l'Institut commun de recherche nucléaire. Il a occupé les postes d'ingénieur principal, de chef du groupe de contrôle des radiations pour les accélérateurs, ainsi que de chef de quart du phasotron au sein du laboratoire des problèmes nucléaires. En 1984, il a soutenu sa thèse de doctorat sur le thème « Système de contrôle automatisé pour le phasotron de l'Institut commun de recherche nucléaire ». Il a participé au nettoyage de l'accident de Tchernobyl en 1986. Il est l'auteur de 49 publications scientifiques et de 15 inventions. Depuis le début de l'année 2002, il mène des recherches scientifiques autofinancées sur le thème des caractéristiques d'un nouveau type de rayonnement pénétrant, les méthodes de détection de ses propriétés et la mise au point de mesures de protection contre ce rayonnement. Cette histoire a commencé en 2003, lorsque j'ai commencé à créer une machine hydrodynamique pour synthétiser du méthanol. Lorsque j'ai mis cet appareil en marche, en mars 2004, j'ai trouvé qu'il était très difficile de se tenir à proximité en raison d'une gêne importante. En tant qu'ingénieur physicien spécialisé dans la dosimétrie des rayonnements ionisants, j'ai décidé d'étudier ce phénomène et j'ai placé des films radiographiques à proximité de l'appareil. J'ai placé 2 films radiographiques, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Et j'ai placé un autre film radiographique, en fait, un paquet, ici, à l'extrémité. En développant ces films, j'ai été stupéfait. J'ai découvert des rayons X sur le film radiographique. Cela n'aurait pas dû se produire, car c'était inexplicable. Même si certains processus se produisaient dans le cavitateur et entraînaient une importante libération d'énergie, comment les rayons X pouvaient-ils pénétrer à travers 20 mm de métal? C'est fondamentalement inexplicable. En outre, les rayons X semblaient émaner de 2 bords. Une petite ampoule à économie d'énergie consomme environ 8 à 10 watts par heure. Ici, une structure n'a qu'environ 1 million de fois moins d'énergie que ce que l'ampoule consomme.
Mais considérez le nombre de ces structures nous entourant. Un physicien américain du nom de Kenneth Shoulders a publié ses inventions et ses découvertes entre 1993 et 1995. Il prétendait avoir découvert certains solitons énergétiques. En substance, ces solitons et leur quantité dans un centimètre cube d'espace environnant pourraient, s'ils étaient convertis en énergie, fournir autant d'énergie que 10 litres d'essence. Pour donner un ordre d'idée, un centimètre cube de cette énergie existe tout autour de nous. Nous vivons dans une mer de cette énergie. L'apparition de rayons X, au moment de l'effondrement des bulles dans les liquides, n'est qu'un des nombreux mystères des liquides ordinaires que nous rencontrons quotidiennement. Dans les années 1940, Victor Schauberger a découvert une autre propriété étonnante de l'eau. L'installation de Schauberger se compose d'une pompe à vide, d'une pompe de démarrage et d'une petite turbine. Le rotor de la turbine est entraîné par un moteur électrique, après quoi, un phénomène remarquable se produit. L'eau du système entre dans un état d'autorotation et continue à circuler de manière autonome. Le moteur n'est plus nécessaire et peut être utilisé comme générateur d'électricité. Comment Schauberger est-il parvenu à faire entrer l'eau dans un mode de circulation autonome, sans apport d'énergie extérieure? Il s'avère que si le liquide tourne d'une certaine manière, il appuie sur les parois métalliques en spirale. Cela crée une couche limite. Sous l'influence de la vitesse et de la pression à l'intérieur de cette couche limite, des processus remarquables se produisent, y compris la désintégration de particules élémentaires. Dans sa lettre, publiée après sa mort en 1993, dans un numéro spécial de la revue Mensch und Technik, Schauberger décrit son invention comme suit. Je suis tombé sur quelque chose qui va peut-être changer de fond en comble l'ensemble de la technologie et du commerce. Le 22 janvier 1936, j'ai obtenu un brevet, numéro 145141, pour une turbine à air, une machine respiratoire. Le principe de cette turbine à vide consiste en ce qu'un orage artificiel, ou charge électrique à haute tension, se développe dans un tube capillaire et un tuyau à double spirale, dans lequel des électroaimants ont été incorporés. Ce qui transforme les substances secondaires de l'air en énergie électrique. Celles-ci se déchargent dans les parois latérales et de là, par diffusion, sont évacuées vers le bas sous forme de chaleur. Par la transmutation de la matière aérienne en énergie, un vide physique auto-intensifié est créé dans la direction ascendante. Et par le développement récurrent d'un gradient de chaleur dans la direction descendante, un puissant courant d'air ascendant se développe, qui après quelques minutes s'intensifie pour devenir une force cyclonique. Cela ouvre la voie au développement d'avions silencieux sans carburant. Le générateur de chaleur de Yuri Potapov ressemble beaucoup au tube vortex inventé par l'ingénieur français Georges Rank à la fin des années 1920. Ce tube est utilisé pour séparer les gaz en flux chaud et froid. Le gaz sortant de l'extrémité chaude peut atteindre des températures de 200 degrés Celsius, tandis que le gaz sortant de l'extrémité froide peut se refroidir jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Pendant plus d'un demi-siècle, personne n'a pensé à introduire de l'eau dans le tube vortex à la place du gaz. Il s'est alors avéré que l'eau dans le tube vortex se séparait également en deux flux de températures différentes, un flux chaud et un flux tiède. Des mesures ont montré que ce dispositif génère plus d'énergie thermique que le moteur de la pompe n'en consomme pour alimenter le tube vortex en eau. Cette propriété a servi de base au générateur de chaleur de Potapov, le USMAR. L'élément principal du système est le tube vortex de Georges Rank. Lorsqu'un liquide est pompé dans le tube sous pression, un flux tourbillonnaire se forme et la cavitation se produit. La cavitation chauffe l'eau. L'effet est atteint, l'eau est chauffée, mais il reste de l'énergie cinétique résiduelle dans l'eau lorsqu'elle sort du générateur de chaleur. Si ce flux est dirigé vers une turbine reliée à un générateur, nous pouvons obtenir en prime de l'électricité totalement gratuite. C'est exactement ainsi que le système de Potapov est conçu.
Par conséquent, le système génère simultanément de l'énergie thermique et de l'énergie électrique. En 2009, l'ingénieur italien Andrea Rossi et le physicien Sergio Focardi ont déposé une demande de brevet pour un dispositif qui génère des réactions nucléaires à faible énergie. Le dispositif actuel, qui produit 12,5 kW de chaleur, a été présenté pour la première fois par Rossi et Focardi le 15 janvier 2011. Le combustible de ce réacteur est constitué de nickel et d'hydrogène. Rossi a présenté un réacteur qui a maintenu une puissance de 470 kW en mode autonome pendant 5,5 heures. La première installation comprenait 300 modules logés dans un conteneur maritime. Elle nécessitait des bouteilles d'hydrogène et une quantité importante d'eau pour fonctionner. En 2 ans, Rossi a révolutionné la conception de son système. Après 2014, il l'a considérablement simplifié. Aujourd'hui, le réacteur se résume à un tube en céramique scellé, recouvert d'un ciment résistant à la chaleur et contenant une poudre de nickel mélangée à de l'hydrure de lithium et d'aluminium. Pour le mettre en marche, le tube doit être chauffé à une température comprise entre 1200 et 1400 degrés Celsius. Ensuite, une réaction auto-entretenue commence. Des mesures ont montré que la chaleur générée par le réacteur était bien supérieure à l'électricité qu'il consommait pour le chauffage. Au cours des 10 premiers jours de fonctionnement du réacteur, cette production supplémentaire a atteint 1650 watts. Le fonctionnement du réacteur a été surveillé par une commission internationale de scientifiques. Un rapport sur les essais du générateur de chaleur de Rossi, à Lugano, a été publié en 2014, ce qui a suscité le scepticisme et de nombreuses questions chez de nombreux experts. Parmi eux, un groupe de scientifiques russes dirigé par Alexander Parkhomov. En se basant sur des indices disséminés dans le rapport de Rossi, ils ont réussi à reproduire les résultats. En décembre 2014, un article sur la reproduction indépendante du réacteur de Rossi, en Russie, a été publié sur le site web Catworld. Cet article faisait également référence à un rapport intitulé « Étude d'un analogue du générateur de chaleur à haute température de Rossi », rédigé par le physicien Alexander Georgievitch Parkhomov. Ce rapport a été préparé pour un séminaire national intitulé « Fusion nucléaire froide et foudre en boule ». L'innovation clé partagée par le groupe de Parkhomov dans son rapport était l'information selon laquelle le tube du réacteur devait être en céramique, les autres matériaux n'ayant pas donné de résultats. Depuis, des scientifiques du monde entier ont réussi à reproduire ces résultats plus de 10 fois. La capacité des aimants permanents à effectuer des travaux externes utiles, tels que le levage d'objets métalliques, est connue depuis des siècles. Cette capacité des aimants à travailler sans épuiser leurs propriétés magnétiques a depuis longtemps attiré de nombreux enthousiastes qui tentent d'exploiter l'énergie magnétique. Le principe fondamental de ces dispositifs est la manipulation d'un champ magnétique, tournant ou statique. Ce domaine s'est développé depuis le siècle dernier, lorsque l'inventeur belge Zénobé Gramme a jeté les bases des générateurs modernes, dont ceux créés par John Searle et le dispositif de Roshin et Godin. En 1870, l'inventeur Zénobé Gramme a fait une percée importante. Il a créé un nouveau type de générateur, le premier de l'histoire, à produire du courant continu à l'échelle industrielle. Son appareil se compose d'un anneau d'acier avec un enroulement toroïdal qui tourne entre les pôles d'un électroaimant stationnaire. Cette machine ne se contentait pas de produire de l'électricité. Elle ouvrait la voie à un monde où l'on générait plus d'énergie électrique que l'on en consommait pour le travail mécanique. Ce générateur est devenu le prototype de nombreux GSC actuels.
En 1994, l'ingénieur russe Alexander Frolov a amélioré le générateur de Gram en plaçant une bobine primaire rotative au centre de la conception, ce qui a créé un champ magnétique alternatif. Il a enroulé deux bobines secondaires sur un noyau annulaire fixe, diamétralement opposées l'une à l'autre. En 1996, Frolov a présenté les résultats de ses expériences à la conférence New Ideas in Natural Science. Depuis 1994, il cherche des investisseurs pour mettre en œuvre son dispositif. En août 1999, un groupe dirigé par Stefan Hartmann, en Allemagne, a reproduit avec succès l'installation de Frolov et a obtenu plus de 1200 watts de charge avec seulement 140 watts d'entrée. Ils ont connecté un moteur électrique au générateur qui a consommé 9,2 ampères à 117 volts en charge. Après avoir mené ces expériences, Hartmann a affirmé sur son site web qu'ils avaient violé la loi de Lenz. Le nom de John Searle est connu de toute personne impliquée dans le développement de GSC. Searle est un scientifique anglais, non reconnu, dont le destin est semé d'embûches. Si ces découvertes sont mises en œuvre, elles pourraient non seulement révolutionner l'énergie et les transports, mais aussi modifier fondamentalement le cours du développement humain. Le but de cette démonstration est de prouver que si vous mettez les matériaux dans la bonne quantité et dans le bon ordre, vous pouvez obtenir une force synthétique suffisamment puissante pour propulser d'autres produits autour d'elle. Si vous pouvez déplacer un autre produit ou un champ magnétique pour passer à travers des bobines, alors vous introduisez de l'électricité. Il s'agit donc d'un moteur primaire qui supprime les moteurs à essence, les moteurs diesel et tout le reste. Il fonctionnera toujours en courant alternatif, sans usure ni détérioration. L'apport est à peu près le même. Pour l'instant, ce que nous voulons surtout montrer, c'est que la tige tourne autour de cette plaque. C'est notre objectif. Pour montrer qu'on peut mettre des bobines ici, qu'il y a des lumières électriques, et qu'il n'est pas nécessaire d'acheter de l'essence pour obtenir de l'électricité ou de payer le réseau électrique. Il s'agit uniquement de convaincre les gens que les scientifiques ont tort. La beauté de la chose, c'est qu'elle se présente sous la forme d'une structure en couches différentes. Je dis donc, si vous pouvez faire ceci comme cela, vous pouvez sûrement les mélanger tous ensemble et obtenir les mêmes résultats. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Il faut procéder de cette manière. La technologie qui permet d'obtenir les bons résultats fait appel à une forme de mathématiques, la loi du carré. Il s'agit d'une combinaison d'une ligne de nombres illustrés ici, qui peut être n'importe quelle ligne, verticale, horizontale, diagonale. Chaque nombre représente une quantité de matériel. Mais le matériel doit être disposé de manière à ce qu'il y ait un flux d'électrons, depuis le dépôt jusqu'au bord extérieur. Si je pouvais réaliser mon rêve, ce serait de mettre en place cette technologie, afin de pouvoir atteindre les personnes en danger et de leur sauver la vie. Parce que nous avons la vitesse et l'énergie pour le faire. Le fait est qu'en cas de tremblement de terre, il faut tellement de temps pour acheminer l'aide dans ces endroits. Les coûts sont très élevés et en général, on ne dispose pas des outils nécessaires. Cela prend du temps. Il suffit d'amener un disque, d'installer tous les outils, toutes les pièces et immédiatement vous sauvez des vies. Dans le cas d'une brûlure, vous souffrez tellement que si l'ambulance était équipée de ce dispositif, cela signifierait qu'une fois sur place, la douleur serait soulagée en quelques minutes. Rien que cela, c'est une aubaine et un début de guérison immédiate. John a inspiré les gens à regarder vers le ciel et il a eu l'occasion de construire un appareil dont il rêvait depuis l'enfance. Il affirme que tout dans la nature fonctionne selon des lois strictes, mais que nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas parce que notre éducation conventionnelle nous a rendus aveugles. En remplissant nos esprits de stéréotypes, nous avons perdu la capacité de nous émerveiller, de chercher sans préjugés et de voir vraiment.
Nous percevons la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on nous a appris à la voir. Les expériences de Searle ont été reproduites en Russie, aux États-Unis et à Taïwan. En 1999, une demande de brevet pour un dispositif de production d'énergie mécanique a été déposée en Russie. Vladimir Roshin et Sergei Godin ont reproduit le générateur de Searle et l'ont étudié expérimentalement. L'effet dynamo de la planète Terre a été étudié par divers chercheurs au fil du temps. Il a été associé à la circulation de masses hétérogènes en termes de composition, de température et de viscosité dans le manteau terrestre. Les études de la structure interne de notre planète ont identifié plusieurs couches distinctes qui tournent les unes par rapport aux autres, produisant un effet dynamo planétaire. En outre, des processus similaires à la cavitation et diverses réactions nucléaires se produisent constamment à l'intérieur de la Terre, sous des pressions et des températures élevées, conduisant à la formation de nouvelles substances. La structure interne de notre planète n'est pas encore totalement comprise. Le noyau interne de la Terre en particulier reste un mystère. Certains chercheurs pensent qu'il ressemble à une étoile à neutrons. La rotation de ces couches génère des forces centrifuges, magnétiques et gravitationnelles, principalement alimentées par des hétérogénéités et des gradients. Le chercheur Valery Etkin a noté que dans tous les dispositifs ayant un rendement supérieur à un des milieux spatialement hétérogènes, sont utilisés comme source d'énergie et comme fluide de travail, qui contient des gradients. Outre les champs de force, ces sources peuvent être des corps polarisés ou magnétisés, des matériaux semi-conducteurs ou sous tension, et des gaz ionisés. L'énergie supplémentaire qui émerge actuellement de notre planète se manifeste par une activité sismique et volcanique accrue, et elle est de nature chaotique et destructrice. Pour exploiter efficacement cette énergie, il est essentiel d'étudier les principes qui sous-tendent le système GSC-Terre. Bien que les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement comment l'électricité planétaire est générée, nous pouvons observer, étudier et utiliser l'énergie produite par le système GSC-Terre, comme l'électricité atmosphérique. L'air est un bond diélectrique, mais en raison des rayons cosmiques et d'autres ionisants, il conduit l'électricité, bien que très faiblement. Par conséquent, il existe un courant de fluide continu à travers l'atmosphère, provenant du condensateur massif formé par l'ionosphère et la surface de la planète, qui transporte une charge positive vers la Terre. Bien que la densité du courant électrique dans l'air ne soit que de quelques microampères par mètre carré, il y a de très nombreux mètres carrés à la surface de la Terre. Le courant électrique total atteignant la surface de la Terre à tout moment est pratiquement constant à 1800 ampères. Ce courant est bien entendu positif, c'est-à-dire qu'il transporte des charges positives vers la Terre. Nous avons donc une tension de 400 000 volts, avec un courant de 1800 ampères, soit une puissance de 700 MW. Cependant, pour exploiter l'énergie de ce générateur géant, il est nécessaire d'y connecter un consommateur d'énergie. Les années 1920 et 1930 ont été riches en idées de ce type. Hermann Plozon s'est inspiré de l'idée de Nikola Tesla de relier les machines aux rouages de la nature. Dans son expérience, Plozon a soulevé un ballon à une hauteur de 274 mètres, 900 pieds, et a réussi à extraire environ 400 volts avec un courant de 1,8 ampères. Le ballon était constitué de fines feuilles d'aluminium, perforées à l'extérieur par des aiguilles. Ces aiguilles servaient à déclencher une décharge de couronne qui ionisait l'air environnant. La conductivité de l'air s'en trouve considérablement augmentée, ce qui permet d'utiliser l'atmosphère environnante comme source d'électricité. Plozon a noté que, 100 ballons de ce type devraient produire environ 70 kW en été et jusqu'à 280 kW en hiver. Plus tard, il a poursuivi ses expériences et il a construit une version plus puissante de son collecteur d'énergie atmosphérique dans les Alpes, entre deux sommets, pour lequel il a obtenu un brevet. Il a exposé l'essentiel de cette technologie dans son livre
Gewinnung und Verwertung der atmosphärischen Elektrizität, publié en 1920. Ce livre est disponible en libre accès. Connaissant les circonstances tragiques qui ont frappé les chercheurs précédents, les créateurs modernes d'installations de GSC préfèrent rester anonymes. C'est exactement l'approche qu'a suivi le successeur de Plozon, le fondateur de la ressource LaserSaber. Il a mené une expérience en utilisant un drone hexacoptère pour soulever une extrémité d'un mince fil électrique à une hauteur d'environ 30 mètres, tandis que l'autre extrémité du fil était connectée à un moteur électrostatique, dont une partie des électrodes de la couronne était mise à la terre. Cela a suffi pour faire tourner le moteur. L'une des principales caractéristiques de ces moteurs est que leur rendement augmente fortement avec la taille du rotor. L'électricité statique est un problème important dans l'aviation depuis sa création. En raison du frottement de l'air, un avion en vol accumule une charge allant de 200 à 300 microcoulombs, ce qui signifie que son potentiel augmente de 200 à 300 kV. Mais au lieu d'exploiter cette énergie, les efforts modernes se concentre sur sa neutralisation par tous les moyens possibles. Dès 1927, Nikola Tesla a proposé d'utiliser l'électricité statique pour le vol. Dans son article intitulé « World System of Wireless Transmission of Energy », il a écrit « L'une des utilisations les plus importantes de l'énergie sans fil sera sans aucun doute la propulsion d'engins volants, auxquels on peut facilement fournir de l'énergie sans connexion au sol, car bien que le flux des courants soit confiné à la Terre, un champ électromagnétique est créé dans l'atmosphère qui l'entoure. Si l'avion transporte des conducteurs ou des circuits correctement positionnés, l'énergie sera attirée dans ces circuits de la même manière qu'un fluide passe à travers un trou créé dans un récipient. Aucun carburant ne sera nécessaire, la propulsion étant assurée par des moteurs électriques légers fonctionnant à grande vitesse. Les matériaux composites multicouches modernes pourraient transformer la coque d'un avion ou d'un vaisseau spatial, traversant des flux de particules chargées à grande vitesse, en une source stable d'énergie de grande puissance. Ainsi, le carburant ne serait nécessaire que pour prendre de la vitesse, après quoi, le corps de l'avion agirait comme un collecteur statique, fournissant l'énergie nécessaire aux moteurs électriques. Aujourd'hui, les GSC qui exploitent l'énergie des particules qui s'écoulent continuellement de l'espace vers la Terre commencent à prendre une forme tangible en tant qu'installations opérationnelles. Et si un tel GSC se déplaçait à grande vitesse ? Il est évident qu'il accumulerait beaucoup plus d'énergie. Peut-être que ce type de GSC est utilisé par les extraterrestres d'autres mondes qui visitent notre planète. Personne ne les a jamais vus voler parmi les étoiles dans l'espace. En revanche, de nombreuses vidéos montrent des ovnis pénétrant dans des portails à grande vitesse. Le principe est peut-être le même, exciter l'espace environnant pendant l'accélération, collecter l'énergie des particules, puis ouvrir un portail et sauter à travers l'espace vers une autre étoile. Ce concept est étudié en détail dans le film La téléportation, une humanité libérée, de la série des kaléidoscopes d'effets. Nous avons donné des exemples de plusieurs orientations bien connues dans la création de dispositifs de surunité. Le nombre de ces dispositifs et des brevets qui en découlent est énorme. On s'attendait à ce que la science officielle étudie le phénomène au cœur de son travail. Au lieu de cela, nous observons que les institutions académiques évitent de tester de tels dispositifs, citant un décret de l'Académie française des sciences, datant de 1775. Une fois pour toutes, n'envisagez pas de tels projets. Un siècle après ce décret historique, la science l'a dépassé et a commencé à étudier intensément les propriétés de l'éther cosmique. La mécanique quantique voit le jour, ce qui autorise l'apparition spontanée de particules à partir du vide. Tout portait à croire que l'interdiction des académiciens français serait définitivement levée, mais c'est le contraire qui s'est produit.
Dans les années 1920, la recherche sur la source potentielle d'énergie illimitée qu'est l'éther a été complètement interrompue. Les scientifiques engagés dans cette voie se retrouvent isolés, leurs articles ne sont plus publiés dans les revues, et le financement de leurs travaux est interrompu. Des comités ont été créés pour lutter contre les concepts dits pseudo-scientifiques. En conséquence, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation paradoxale. D'un côté, de nombreux faits s'accumulent qui remettent en cause le principe de la conservation de l'énergie et, de l'autre, l'étude de ces phénomènes fait l'objet d'une interdiction tacite. Pourtant, les faits continuent de s'accumuler. Nous avons atteint le point culminant d'une lutte de plusieurs siècles pour la vérité. Soit l'humanité d'aujourd'hui découvrira une source d'énergie gratuite et illimitée et progressera en tant que civilisation, soit cette société d'habitants à vision réduite périra au milieu des désastres qui se profilent à l'horizon. En préparant notre film, nous avons remarqué que les informations sur des GSC qui étaient accessibles il y a quelques années seulement sont en train de disparaître. À l'heure actuelle, l'Internet n'offre que des informations fragmentaires et souvent déformées sur les inventeurs. Cela contribue au scepticisme du public quant à la viabilité de ces sources d'énergie. Tous ces dispositifs sont appelés générateurs d'énergie libre, dispositifs de surunité ou générateurs d'énergie excédentaire, ce qui implique que l'énergie qu'ils produisent sort de nulle part. Mais est-ce vraiment le cas? Valérie Etkin, malgré son âge avancé de 89 ans, continue d'impressionner par sa vitalité et son intelligence aiguisée. Depuis sa jeunesse, il est fasciné par l'énergie. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur en énergie thermique à l'Institut industriel de Kuibychev et il a travaillé pendant 9 ans dans des centrales thermiques, acquérant ainsi une précieuse expérience pratique. Après avoir défendu son mémoire de candidature sur les fondements théoriques du génie thermique à l'Institut polytechnique de Saratov, puis sa thèse de doctorat, il est devenu professeur. Son ouvrage clé, Energy Dynamics, propose une synthèse des sciences basée sur la théorie thermodynamique des processus de transfert et de conversion de l'énergie. La science académique traditionnelle a accueilli Energy Dynamics avec circonspection. En 2013, Valérie Etkin a fondé un institut non gouvernemental pour la recherche intégrative, où des scientifiques du monde entier travaillent à la création d'une base conceptuelle unifiée pour les sciences naturelles modernes. L'idée principale que Valérie Etkin défend dans son travail est que l'énergie des générateurs sans combustible ne vient pas de nulle part, elle vient de l'espace environnant. L'espace qui nous entoure est une source d'énergie inépuisable. Quant aux recherches sur la fusion nucléaire contrôlée ou fusion thermonucléaire, elles sont menées dans le cadre d'un projet international depuis 50 ans. Le lobby thermonucléaire dépense chaque année plus d'1 milliard de dollars en promettant de développer ne serait-ce qu'un réacteur de laboratoire de démonstration. Cependant, il y a de bonnes raisons de croire que ce réacteur produira autant d'énergie qu'il en consommera pour ses propres besoins. Une immense armée de spécialistes et de personnel de maintenance impliqués dans le projet de toutes les manières possibles ralentit le travail de création de nouveaux moyens alternatifs de production d'électricité. Comme Polly l'a judicieusement fait remarquer à cette occasion, je cite, « La vitalité des idées est déterminée par le nombre de ceux qui s'en nourrissent. » Vous savez, si l'on écoute l'avis des regrettés académiciens russes, Valéry Roubakov et Sergueï Kapitsa, les activités des partisans de l'éther se résument à, je cite, « soit à la tromperie, soit à l'illusion. » Personnellement, je suis plus proche de Piotr Leonidovitch Kapitsa, qui a dit un jour « La science concerne ce qui ne peut pas exister. « Ce qui peut exister, c'est le progrès technique. » Ce qui peut exister, c'est le progrès technique. 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 Ce qui peut
La science conventionnelle s'aligne sur le désir naturel des magnates de l'industrie des carburants et de l'énergie, qui est de retarder l'introduction de nouvelles sources d'énergie. Les magnates de la science et de l'industrie classent ces dispositifs dans la catégorie des machines à mouvement perpétuel, afin de discréditer ce domaine d'étude, soi-disant parce qu'il semble contredire la loi de la conservation de l'énergie. En conséquence, au lieu d'une véritable recherche, nous observons le refus de publier des documents sur ce sujet dans des revues scientifiques, la formation de divers comités pour lutter contre la pseudo-science, comme en Russie, et ainsi de suite. En outre, les partisans trop actifs de la fusion nucléaire froide sont persécutés, y compris le même Gareev, qui a écrit une lettre au gouvernement. Dans ces conditions, il semble plus important de démontrer les failles de cette position scientifique officielle et de montrer que les dispositifs mentionnés ne contredisent pas les lois de la physique classique. J'ai consacré une monographie à cette question, The Theoretical Basis of Fuel-Free Energy. Dans ce livre basé sur les principes de l'énergodynamique, la possibilité de créer des alternateurs qui exploitent l'énergie des champs de force environnants est prouvée. Cette forme d'énergie appartient à la forme primaire de la matière, souvent appelée éther, masse cachée, vide physique ou, plus exactement, cosmique, et ainsi de suite. Elle existe partout et à tout moment, mais on ne peut pas s'en rendre compte, un peu comme l'air que nous respirons. S'il pouvait être mesuré, il y a longtemps qu'on nous aurait fait payer pour respirer. Les tentatives de création d'une machine à mouvement perpétuel, c'est une noble cause et ces dispositifs finiront par être découverts. La glace se brise, mesdames et messieurs les jurés. Si l'on regarde la période qui s'est écoulée depuis la création de la mécanique quantique, on constate que, malheureusement, depuis cette date, il n'y a pas eu d'avancée fondamentale dans la compréhension de la structure de la matière dans la science officielle. Nous marchons toujours sur les mêmes concepts, vieux de près d'un siècle. C'est peut-être pour cette raison que les recherches sur la fusion thermonucléaire ne nous ont pas rapprochés d'une production industrielle d'énergie depuis la création du premier tokamak en 1954, malgré les dizaines de milliards investis dans ces études à travers le monde. En outre, la science ne parvient toujours pas à donner une définition cohérente du champ ou de l'énergie. En revanche, elle affirme clairement que l'énergie ne peut être créée à partir de rien, ni disparaître dans le néant. Là où il n'y a rien, il n'y a rien. Et, bien sûr, pas d'énergie. Mais existe-t-il des endroits dans l'univers où il n'y a vraiment rien du tout? À ce stade, nous arrivons à un paradoxe. Aujourd'hui, la science a conclu que la masse de l'univers doit être beaucoup plus importante que la masse des étoiles visibles. Cet écart est appelé matière noire, qui reste invisible pour la physique moderne, ainsi qu'énergie noire. Peut-être que cette matière noire et cette énergie noire n'existent pas quelque part dans l'espace interstellaire lointain, mais qu'elles sont présentes partout, sans que nous puissions les observer avec les instruments actuels. C'est peut-être cette matière et cette énergie, encore non observées, que des dispositifs comme ceux que nous avons mentionnés utilisent. Selon une nouvelle théorie physique, l'espace n'est pas vide.
Il ne s'agit pas d'un vide au sens traditionnel du terme, mais plutôt d'un milieu ordonné de haute densité, composé de particules de peau stationnaires, qui forment le cadre fixe de l'univers. Ce cadre peut être métaphoriquement visualisé comme une grille cristalline qui remplit tout, indépendamment de la présence ou non d'objets matériels à un endroit donné. Cette grille est la fondation de l'univers. Les particules de peau stationnaire sont invisibles. La matière visible est formée de particules de peau dites fantômes, qui sont constamment en mouvement. Même si un objet est au repos, toutes les particules élémentaires qui le composent sont constamment en mouvement, tout comme notre planète, le système solaire et la galaxie se déplacent dans l'espace. Ainsi, les objets matériels se déplacent constamment par rapport au réseau stationnaire. Lorsque les particules élémentaires constituées de particules de peau fantôme se déplacent dans la grille ésosmique, elles transfèrent une partie de leur énergie et de leur information aux particules de peau stationnaire ou au champ de septon. La majeure partie de l'énergie de l'univers est contenue dans ce réseau. Les particules de peau stationnaire échangent constamment de l'énergie et de l'information avec toutes les particules de peau fantôme qui traversent leurs cellules ésosmiques. À la suite de cet échange, la particule de peau fantôme transfère 10% de son énergie à la particule de peau stationnaire. La structure de l'univers est expliquée en détail dans le film « La téléportation ». Et maintenant, soyez attentifs. Le principe fondamental qui sous-tend le fonctionnement de tout GSC est de créer des conditions dans lesquelles les particules de peau stationnaire donnent de l'énergie au lieu de l'absorber. Pour comprendre conceptuellement l'essence de la viscosité fantôme, imaginez un cadre stationnaire composé de particules de peau stationnaire. Il y a plusieurs milliers de ces cellules dans un seul micron, et lorsque des particules fantômes de n'importe quel matériau les traversent, toutes les particules stationnaires ne sont pas impliquées dans le processus d'extraction et de redistribution de l'énergie et de l'information. Cependant, si les conditions sont telles qu'il y a une très forte densité de matière, une vitesse de rotation élevée, ou un matériau composite complexe, alors chaque cellule du champ de septon dans cette zone d'interaction doit fonctionner. À ce moment-là, les conditions sont créées pour que plus de 2 particules de peau fantôme puissent exister simultanément dans chaque cellule. Une particule de peau stationnaire ne peut extraire simultanément de l'énergie et des informations que de 2 particules de peau fantôme. S'il y en a plus de 2 dans une cellule, toutes les autres passent sans perdre d'énergie ou d'information. De telles combinaisons perturbent l'équilibre du cadre de l'univers dans cette zone, ce qui lui fait littéralement perdre la tête. Le fonctionnement de la grille ésosmique elle-même est perturbé, ce qui excite le champ septonique inhérent aux particules de peau stationnaire. Par conséquent, elles commencent à libérer de l'énergie au lieu de l'absorber. Il devrait maintenant être clair que tous les exemples de GSC que nous avons fournis ont un point commun. Oui, toutes ces méthodes s'attaquent à une seule tâche. Exciter le champ de septon d'une particule de peau stationnaire et en extraire de l'énergie. Les différences résident uniquement dans les méthodes utilisées pour exciter les particules de peau stationnaire. Tous les phénomènes décrits se produisent à un niveau au-delà du quantique. Pendant que vous regardez ce film, la situation climatique continue de se dégrader. Les catastrophes naturelles se multiplient. À notre grand regret, l'humanité n'a pas réussi à passer à la société créatrice avant qu'elle ne commence. Par conséquent, nous allons devoir résoudre les problèmes de survie, de création de nouvelles technologies et d'unification de l'humanité simultanément. Dès à présent, chacun doit prendre en charge sa propre survie. La première question est celle de l'énergie. Les principes d'extraction de l'énergie de l'environnement et des exemples d'application sont maintenant à votre disposition.
Aujourd'hui, chacun peut s'engager dans le développement de son propre modèle de GSC pour répondre aux besoins énergétiques de son foyer, à une époque où les réseaux énergétiques risquent de s'effondrer en raison de catastrophes naturelles. Comme le dit le proverbe, le sauvetage de ceux qui se noient est le travail de ceux qui se noient eux-mêmes. Le neutrino-voltaïque Power Cube est un générateur sans combustible, mis au point par le mathématicien et entrepreneur allemand Holger Thorsten Schubert. Ce générateur fonctionne sans pièces rotatives. Il exploite l'énergie cinétique des particules qui s'écoulent continuellement de l'espace et imprègnent le milieu environnant. Le neutrino voltaïque est un collecteur d'énergie. Il ne génère pas d'énergie, il convertit des énergies déjà présentes. Il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Le dispositif est structuré comme un sandwich, composé de multiples couches alternées de graphène et de silicium enrichi. La technologie repose sur la conversion de l'énergie cinétique des particules en électricité grâce aux vibrations des atomes de graphène qui absorbent cette énergie. Les progrès réalisés dans la culture du graphène à grande échelle ont permis au Neutrino Energy Group de mettre en œuvre un projet de création de convertisseurs à résonateurs appelé Neutrino Power Cube. Selon le président de l'entreprise, Holger Schubert, la production de ces GSC débutera dans plusieurs usines en 2026. Les investissements importants de l'entreprise scientifique et technologique Neutrino Energy Group dans le développement de la technologie de production d'électricité neutrino-voltaïque ont permis le passage à la production industrielle de convertisseurs à résonateurs Neutrino Power Cube d'une puissance nette allant de 5 à 12 kW, principalement destinée à l'alimentation électrique indépendante des consommateurs résidentiels. Pour plus de détails sur l'installation de Holger Schubert, regardez le film « Les GSC, la nouvelle ère de l'énergie libre » sur la chaîne de la société créatrice. L'année 2026 pourrait annoncer une révolution dans le domaine de l'énergie et marquer l'avènement de la production d'énergie à base de graphène. Actuellement, 150 Neutrino Power Cube d'une puissance nette de 5 à 6 kW sont testés sur le terrain, démontrant leur fonctionnement autonome et stable dans les foyers autrichiens. Les recherches en cours visent à adapter la technologie neutrino-voltaïque pour créer un système de production d'énergie intégré à la carrosserie des véhicules électriques. Cela laisse supposer que nous verrons bientôt des véhicules électriques équipés de carrosseries produisant de l'énergie à partir de métamatériaux et qu'à terme, divers gadgets seront fabriqués avec des sources d'énergie intégrées qui ne nécessiteront pas de recharge. Nous pourrions terminer notre film ici, comme l'a dit le professeur Etkin, la glace a été brisée. Les principes de fonctionnement des GSC ont été définis, et la première centrale cinétique est même en cours de construction au Kurdistan irakien. Il est évident que d'autres centrales de conception similaires suivront. Mais malheureusement, dans ce scénario, le reste de l'infrastructure de distribution d'énergie reste inchangé. Cela signifie que les gens seront toujours obligés de payer l'électricité. Mais il est clair que cette option n'est plus acceptable pour nous. L'énergie doit être gratuite pour la population, l'industrie et l'agriculture. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie dans un avenir très proche. L'année 2026 pourrait véritablement marquer un tournant dans la diffusion de la production d'énergie libre, une énergie véritablement libre pour tous les habitants de notre planète. Notre Power Cube de 5 kW est le premier produit que nous lançons sur le marché. On pourrait dire que c'est une sorte de Big Mac
Pour Neutrino, le premier produit à être introduit sur le marché. Lorsque les gens imaginent que l'appareil entier est construit dans une usine, c'est une idée fausse. De nos jours, les appareils électroniques sont assemblés à partir de composants achetés. Cela signifie que les divers composants nécessaires à la fabrication d'un tel appareil sont déjà disponibles sur le marché, conçus pour ce type de produit. La seule chose qui n'est pas suffisamment disponible en grande quantité à l'heure actuelle, ce sont les plaquettes de graphène. La production de ce type de graphène flottant librement entre le silicium constitue en quelque sorte un goulot d'étranglement. En effet, la fabrication de ces plaquettes nécessite des dépenses importantes, car elles doivent être produites sous vide, à une pression de 10 puissance -8. Cela nécessite un environnement de salle blanche. Le processus est très sensible, et les matériaux utilisés doivent être d'une grande pureté. Nous avons trouvé des solutions potentielles en Asie du Sud-Est. Cela signifie qu'il existe des entreprises qui ne peuvent pas fabriquer le Power Cube elles-mêmes, mais qui peuvent produire ces plaquettes pour nous, car elles sont à la base de la technologie. Pour donner une idée de l'échelle, nous avons besoin d'environ 1500 mètres carrés de surface de plaquettes pour qu'un Power Cube de 5 kW fournisse suffisamment d'énergie. Il y a eu plusieurs difficultés. Au début, nous avons été ridiculisés. Je me souviens que lorsque nous avons commencé à parler de l'énergie des neutrinos, 2 ou 3 professeurs ont été invités et ont affirmé très sérieusement que les neutrinos ne pouvaient pas être capturés. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce sujet, nous avons été bombardés de dénonciations, souvent absurdes. De nombreux procès ont été intentés, et notre affaire est devenue une sorte de « divertissement » pour le système judiciaire. Aujourd'hui, j'en parle avec le sourire, car toutes les affaires ont été classées sans exception. Non seulement le ministère public les a classées sans suite, mais il a aussi fondé ses décisions sur nos explications, reconnaissant qu'il comprenait désormais la situation. Ensuite, pendant des années, nous avons eu à traiter des affaires pénales. Ensuite, le travail international a commencé. Les poursuites ont été abandonnées, et de grands partenaires et investisseurs dotés de capitaux importants sont arrivés. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Nous avons ensuite été accusés de blanchiment d'argent, ce qui a entraîné le gel ou le report de fonds, en raison de notre collaboration avec des scientifiques de pays qui ne sont pas considérés comme faisant partie du « bon cercle ». Nous sommes toujours confrontés à des défis, en raison du conflit en Ukraine. Au cours des 2 dernières années, de nombreux projets ont été perturbés, parce que nous travaillons au sein d'une équipe internationale. Nous comptons parmi nos collaborateurs, des physiciens et des ingénieurs de Russie, d'Inde, de Chine, des États-Unis et d'autres pays. Malheureusement, la situation politique a gravement affecté nos partenariats scientifiques. Il est soudain devenu impossible de travailler avec des scientifiques et des universités hautement qualifiées avec lesquelles nous collaborions auparavant. Aujourd'hui encore, au début du mois de novembre, je peux dire qu'une partie importante de nos fonds est toujours gelée ici, dans les pays occidentaux, parce que nous avons travaillé pendant longtemps avec des physiciens, des ingénieurs et des instituts d'Europe de l'Est en Russie, qui sont d'ailleurs des leaders dans le développement des dérivés du carbone. Il ne s'agit pas de centaines de milliers ou de millions. Il s'agit de milliards d'euros qui sont artificiellement soustraits à notre groupe d'entreprises, alors qu'ils nous appartiennent, qu'ils figurent dans nos bilans, et qu'ils ont été gagnés par le biais de licences et d'actions. Malgré cela, nous avons continué à travailler, et à avancer, dans des conditions difficiles. Et nous continuerons. Mais aujourd'hui, nous sommes à un stade où il n'est plus possible d'arrêter. Le public a compris comment fonctionne cette technologie. Même si, disons, on tente de nous éliminer, ou de nous détruire, en tant qu'entreprise, cette connaissance appartient déjà au monde. Nous avons fait don de cette réalisation au monde entier. Grâce à ces connaissances, le monde peut mettre en œuvre cette technologie. Que nous construisions les Power Cubes, ou que quelqu'un d'autre le fasse à l'avenir, les plans sont disponibles, et le processus est bien compris.
Nous avons, bien sûr, publié des brevets. Nous comprenons que nos connaissances servent déjà de base de travail à d'autres. Et c'est exactement la raison d'être des brevets, de divulguer ces connaissances et encourager les autres à faire de nouvelles découvertes sur cette base. Ainsi, toute personne intéressée peut aujourd'hui étudier en profondeur les descriptions des brevets. Si une personne est suffisamment intelligente, elle sera en mesure d'utiliser les connaissances que nous avons développées au fil des décennies avec beaucoup d'efforts, d'amour et d'investissements significatifs. Cependant, nous acceptons cette situation parce que nous pensons qu'il est de notre devoir envers la société de partager ces connaissances. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une révolution dans le domaine de l'énergie. La technologie des GSC aura un impact sur pratiquement tous les aspects de la vie humaine. Elle influencera profondément les processus sociaux, l'écologie, l'agriculture, la science et l'industrie. La responsabilité de maintenir la stabilité de l'économie mondiale pendant la mise en œuvre des GSC étant comprise, les conditions suivantes doivent être remplies. Compte tenu de la crise énergétique imminente et de l'augmentation rapide des catastrophes liées au climat, il est essentiel de procéder à une analyse économique en vue d'une transition progressive du secteur mondial de l'énergie vers les GSC. Le passage aux GSC ne doit pas déclencher une crise mondiale, mais cette transition doit se faire avant que les systèmes industriels ne soient détruits par des catastrophes naturelles. Les GSC doivent devenir une ressource pour toute l'humanité, sinon nous ne survivrons pas. Les GSC doivent être disponibles dans le monde entier, dans tous les pays et pour tous les habitants de la planète. Il faut prévoir la reconversion de nombreux professionnels qui travaillent actuellement dans les secteurs traditionnels de l'énergie et dans les domaines connexes pour éviter les crises sociales. Nous en sommes aujourd'hui au point où il est impossible de l'arrêter. Nous en sommes au point où trop de gens ont compris comment cela fonctionne, a déclaré Holger Schubart, le créateur des Neutrino Power Cube. En effet, le dentifrice est sorti du tube, et il n'est pas possible de le remettre en place. La nouvelle du lancement imminent de la production industrielle de GSC, dans plusieurs pays, est véritablement révolutionnaire. Autre nouvelle passionnante, l'une des entreprises qui fabrique des climatiseurs a acquis une licence neutrino-voltaïque pour produire des appareils dotés d'un générateur d'énergie intégré au graphène. Ce générateur extrait 12 à 25 litres d'eau potable de l'air par condensation. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que nous sommes à deux doigts de lancer un effort mondial pour nettoyer les océans et stabiliser le climat. Des bouleversements tectoniques se produisent actuellement, mais la plupart des gens n'en sont pas encore conscients. Cependant, dans les années à venir, grâce à des développeurs enthousiastes, nous utiliserons tous de l'énergie récoltée dans l'environnement et convertie en électricité au moyen d'appareils compacts accessibles à tous. Cela deviendra une réalité quotidienne pour nous, comme l'est aujourd'hui l'électricité filaire. Il y en aura dans tous les foyers. Nous sommes sur le point de passer d'une société humaine divisée à une véritable civilisation. L'une des conditions de la civilisation est l'accès à l'énergie libre. C'est aussi essentiel que l'unification de tous les peuples et l'absence de pouvoir d'un groupe sur les autres. Mais ce n'est que la première étape du développement d'une civilisation nouvellement née sur Terre. Plus notre civilisation se développera, plus nous aurons accès à des formes d'énergie propres, ce qui signifie que nos capacités augmenteront rapidement. Il est temps de grandir et de prendre nos responsabilités. Nous pouvons commencer à utiliser ce qui nous est donné pour notre développement et pour notre existence prospère sur cette planète.
Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant? À quelques années de l'adoption généralisée des GSC, tout le monde peut faire un effort et construire sa propre installation. Vous connaissez déjà les principes.